Bonjour, nous sommes le vendredi 8 avril 2022 avec une météo qui semble s'annoncer avec de la pluie. Bon, on a eu de la pluie ce matin, on a encore de la pluie à cette heure-ci. Voilà, donc il tombe la pluie avec un ciel chargé, à une température qui est plus ou moins valable. Elle est valable, il fait pas si froid, mais en tout cas il pleut. Alors voilà, donc on est en pleine humidité. Alors je présente ici un énoncé. Dans un plan, deux charges existent dans le vide, avec Q1 égale plus 1, Q2 égale moins 1 microcoulomb. On demande de calculer le champ électrique en newton par coulomb, à une distance de 4 mètres de la ligne joignant les deux charges est située sur l'axe de symétrie des deux charges. La distance séparant les deux charges est de 6 mètres. Bon, c'est un problème qui a été traité à plusieurs reprises, hein. Ce problème-là a été traité à plusieurs reprises. Ici, c'est juste qu'au départ, euh, on donnait des charges égales. On avait Q1 égale Q2. C'était la première version. Elles étaient toutes les deux positives. Ensuite, la seconde version, c'était Q1 égale Q2. On avait deux charges toujours positives mais différentes. Et la troisième version, on a deux charges euh, opposées. Voilà. Alors le tout, c'est de savoir, quand on calcule les forces, et voire les champs, eh bien, ce qu'il faut faire, c'est d'abord, avant tout, voir la géométrie. Avant de poser un quelconque axe système de référence, il faut voir la géométrie, parce que c'est d'abord un problème de géométrie avant d'être un problème euh, euh, électrique. Ce sont des distances qui sont prises en compte. C'est une géométrie, c'est-à-dire une disposition, une localisation, une disposition, soit dans le plan, soit dans l'espace. Alors ici, je travaille dans le plan, hein. On peut travailler sur une ligne. Voilà, les charges, on peut les travailler. On peut avoir des problèmes qui concernent les charges sur une ligne. C'est-à-dire, vous avez par exemple, c'est ce que Coulomb a trouvé. Il a trouvé sur une ligne d'abord. Donc, par exemple, pour avoir sur une ligne, ben, euh, ça c'est la géométrie qui dit ça, hein. Géométrie dans le plan. Voilà, par deux points passe une et une seule droite. Donc, si vous mettez deux charges ponctuelles, ben, vous aurez l'interaction des forces qui va passer par les deux points, c'est-à-dire par une droite. Donc là, on comprend qu'on peut mettre un repère, on va dire, le repère va être linéaire. C'est-à-dire que je mettrai un repère comme ceci, que je peux appeler x, y ou z, peu importe, on s'en fout de tout ça. Voilà, avec un vecteur unitaire, parce qu'on va manipuler des vecteurs à coup sûr, puisque on va avoir une force électrostatique. Bon, ici, je mets l'origine ici, mais l'origine peut être liée ici, hein, bon, par facilité. Alors, je peux mettre un vecteur i, u, v, peu importe, k. Voilà, ici, je peux l'appeler x, y, z, peu importe. Bon, en tout cas, l'axe sera de facto, pour simplifier les choses, parallèle par rapport à l'axe, enfin par rapport à l'interaction des forces, euh, l'interaction des forces qui agissent sur les deux charges. Bon, ça c'est un problème aisé. C'est un problème aisé. Bon, euh, on aura. Pourquoi je dis c'est un problème aisé? Parce qu'on aura des forces parallèles et donc des champs parallèles à l'axe. Et donc là, la projection elle est assez simple. Maintenant, on peut avoir différentes géométries dans le plan. Si maintenant je me situe dans le plan, je ne suis plus sur une droite, je peux avoir une géométrie, voilà, des charges disposées en carré, des charges disposées en triangle. Alors on peut avoir un triangle rectangle. Voilà, ici par exemple, on a trois charges. Là, c'est des problèmes de nature dans le plan. On n'est plus sur une droite, on est sur un plan. Alors on aura par exemple ici quatre charges disposées en carré. On aura une charge ici, ponctuelle. Euh, je vais la grossir. Voilà, on aurait Q1, Q2, Q1, Q2, Q3, Q4. Voilà, il faudrait trouver par exemple le champ. On peut chercher quoi? On peut rechercher les forces, le champ et le potentiel.
Bon, mais ici, il s'avère que, bon, on va mettre un axe XY comme ceci, ou YZ, peu importe, du moment que vous avez un système de référence à deux axes. Voilà, par exemple, ici, je l'appelle X, par exemple, hein, et là, Y. Bon, ici, c'est pareil. Vous aurez compris que, bon, et l'axe, on va le positionner, bien sûr, le mieux que l'on peut, soit ici, soit je peux mettre là-bas, voilà, ou là-bas, peu importe ce que on va le mettre, mais en tout cas, c'est toujours le même système d'axe, hein. C'est juste là une translation qui est ici, bon, mais en tout cas, c'est toujours le même système d'axe. Voilà, ici, c'est pareil. Je peux mettre mon système d'axe ici, voilà, XY, et alors, bon, on aurait une charge Q1, Q2, Q3. Voilà. Alors, ce qu'on peut avoir, c'est des triangles quelconques, bon, triangle isocèle, triangle rectangle, triangle ce qu'on veut. Triangle ce qu'on veut. Eh bien, justement, le problème qui est ici, c'est exactement ça. Donc, ici, on va juste demander, qu'est-ce qu'il demande? Ouais, de calculer le champ électrique. Le champ électrique, on va calculer le champ électrique. Bon, là, il faut faire très attention. Je vais vous expliquer pourquoi par après. Enfin, calculer ou le représenter, hein. Ici, je peux le représenter, c'est pas un problème. Parce que je vais faire les calculs, je vais faire de la géométrie analytique, voilà, dans le plan. Alors, il peut s'avérer qu'on peut calculer dans l'espace aussi, hein, parce que ici, je vous ai parlé euh, sur une droite. On peut faire de la géométrie analytique, bon, sur une droite, dans un plan, et dans l'espace. Et alors, dans l'espace, je le ferai plus tard. Bon, et dans l'espace, ben, vous aurez compris que si je dois calculer un potentiel dans l'espace, bon, c'est, on va dire, ça va faire appel au calcul différentiel. Au calcul différentiel, notamment du gradient. Du gradient. Donc, la philosophie ici, dans l'espace, elle va un petit peu, on va dire, changer. Parce que c'est normal, parce qu'on a déjà un repère à 3 dimensions. Voilà, on a des vecteurs des vecteurs à 3 dimensions. Et à partir de là, il faudra calculer non plus un delta V, mais un gradient. Un gradient. Voilà, donc ici, dans l'espace, c'est un petit peu particulier. Il faut voir des notions de calcul de dérivée partielle. Si on connaît, par exemple, voilà, le potentiel, etc., etc. Bon, parce qu'on sait bien que le champ dérive d'un potentiel, hein. Le champ dérive d'un potentiel. Bon, la philosophie n'est pas tout à fait la même. Bon, ici, je reste dans le plan et dans l'espace. Puis, quand je verrai l'espace, enfin, je reste dans le plan et sur la droite. Et quand je verrai l'espace, ben, je traiterai l'espace. Bon, alors comment traiter ce problème-là? Il a déjà été traité, donc la géométrie, vous la connaissez. Puisqu'on vous dit qu'on a deux charges qui existent, mais elles sont juste opposées. Bon, on va mettre les deux charges. Alors moi, je vais faire de la simulation. Ici, vous aurez compris que je vais faire une simulation, hein. Donc le problème va être valable pour n'importe quel type de problème. Ici, c'est plus un moins un, d'accord, mais après, voilà, je vais élaborer le problème pour qu'il soit valable pour toute distance. Pour toute distance. Alors j'ai deux charges. Donc pour l'instant, elles sont alignées. Vous allez me dire, on va gérer un problème sur une droite. Mais non, je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'il demande de calculer le point, le champ en un point. Donc le champ est une notion ponctuelle. Ayant deux charges, mais je peux calculer le champ en n'importe quel point du plan ici. Et donc ici, le plan, comment est-il disposé? Où faut-il calculer le champ? Ben, on sait bien que on demande de calculer le champ, bien sûr en newton par coulomb. Je peux le mettre en volt par mètre, c'est pas un problème. Voilà. À une distance de 4 mètres de la ligne joignant les deux charges situées sur l'axe de symétrie des deux charges. À une distance de 4 mètres de la ligne joignant les deux charges, située à 4 mètres de la ligne joignant les deux charges. Bon, à 4 mètres de la ligne, à 4 mètres de la ligne située de la ligne joignant les deux charges, ben c'est cette ligne-là qui joint les deux charges.
Et à 4 mètres, ben, il suffit de se mettre soit à 4 mètres au-dessus ou 4 mètres en bas. Bon, ici, j'opte pour 4 mètres au-dessus. Donc je calcule à droite de Q1, Q2. Je pourrais calculer à gauche, hein, c'est la même chose. Il suffit de juste faire une symétrie orthogonale par rapport à Q1, Q2, des résultats que je vais avoir à droite. C'est pas un problème, ça. Donc ici, on a 4 mètres. Donc on sait bien que là où on doit calculer le champ, c'est à 4 mètres de cette distance-là. Mais là, c'est une droite parallèle. Hein. Donc il me faut un point où il faut calculer le champ et pas un ensemble de points infini. Donc pour ça, je vais relire l'énoncé et ils disent que, bon, situé sur l'axe de symétrie des deux charges. Donc l'axe de symétrie des deux charges, ben, vous prenez Q1, Q2, vous construisez, vous faites un arc comme ceci à partir de compas, bien sûr. Hein. Voilà, vous construisez un arc de cercle. Et puis, bien sûr, vous pouvez le faire de l'autre côté aussi. Puis un arc de cercle comme ceci. Et là, un arc de cercle comme ceci. Et là, vous dessinez ce qu'on appelle la médiatrice du segment. Voilà, si Q1 est en A et Q2 est en B, c'est la médiatrice du segment AB. Et l'intersection des deux lieux fait que c'est là où on vous demande de calculer le champ. Donc c'est au point C. On vous demande de calculer le point au point C. Alors, pour mettre en relief le champ au point C, je vais créer ce qu'on appelle une charge étalon. Une charge étalon qui est de 1 coulomb. Donc il y a une charge Q3 ou Q étalon qui est de 1 coulomb. De telle manière à pouvoir voir les interactions. Alors si la charge ici elle est positive, bon, 1 c'est toujours positif, hein, il n'y a pas de problème. Alors plus, ça va faire des répulsions au niveau des forces. Attention que je suis ici au niveau des forces. Voilà. Si je mets, bien sûr, si Q1 est négatif, on aura une attraction des forces. Bon, je discuterai pour du champ après. Parce que, voilà, vous allez voir que pour le champ, c'est simple, mais il faut faire juste attention à quelque chose. Et cette attention, je vous la montrerai, c'est quoi. Puis après, vous faites la même chose, ici. Voilà. Vous pouvez calculer le champ, la force, bon, la somme des forces. Attention qu'ici, si c'est positif, c'est comme ça, c'est une répulsion. Mais si c'est négatif, on a une attraction. Alors bien sûr, le système, c'est ceci. Hein. Je ne vais pas remettre l'action égale la réaction ici, parce que ça ne m'intéresse pas. Je calcule ici. De toute façon, vous savez très bien qu'il y a une interaction entre Q2 et Q1, voilà, qui va donner une force ici. Mais le problème, je ne regarde pas ce qui se passe en A, je regarde le système, je l'ai localisé en C. Et donc le champ en C, ben, il est dépendant de Q1, Q2. Bon, sachant que c'est négatif. Hein. Ici, on a une charge de moins 1 microcoulomb, ce qui veut dire qu'on a un triangle rectangle, un triangle isocèle. Donc, la disposition, on va travailler dans un plan. On va travailler dans un plan. Et la disposition, ben, c'est tout simplement un triangle isocèle. C'est un triangle isocèle. Alors, où je vais mettre mon axe? Ben, mon axe, je peux le mettre où je veux. Alors, moi, le plus facile pour positionner mon axe, je vais mettre l'axe X ici. Et vous aurez compris que je vais mettre l'axe Y comme ceci. Voilà, et donc, on a ici la distance ici de 4 mètres. Et la distance séparant les deux charges est de 6 mètres. La distance séparant les deux charges est de 6 mètres. Donc, ce qui veut dire que je vais avoir 3 ici, et tout ça fait 6. Voilà. Et puis je vais faire la simulation d'abord. Je vais mettre à disposition ceci, à disposition de la géométrie. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire les calculs. Je vais faire les calculs. Bon, les calculs, je montrerai les formules et je calculerai par après. C'est toujours la même chose. Hein. C'est de la mécanique en fait, on va dire. Une fois que vous avez fait la disposition géométrique, puis c'est une histoire de mécanique, avec bien sûr des cosinus à tenir compte. La géométrie ici, c'est pour juste avoir les angles. Voilà, parce que vous allez me dire, bon, qu'est-ce qu'un problème géométrique a à voir avec un problème électrique? Ben, c'est pour avoir les projections aussi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les angles de projection ici. C'est juste ça. Donc la géométrie va pouvoir me donner
les angles de projection ici. Alpha et alpha prime. Bon, ici ils sont symétriques parce qu'on a un triangle isocèle. Donc la géométrie ici, bon, il y a aussi, la géométrie va permettre aussi de donner la distance de séparation, parce qu'on sait bien que la loi de Coulomb est dépendante de Q1. Bon, on sait bien que c'est, ici c'est Q étalon, hein. Attention que c'est Q étalon, donc j'aurai Q1 fois Q étalon, fois la distance séparant, bien sûr fois une constante qui est 1 sur 4 pi epsilon 0 qui vaut 9 fois 10 exposant 9. Voilà, et ici je travaille en micro-coulomb. Voilà, et donc ici on a une distance carrée à prendre en compte, c'est-à-dire il faudra prendre en compte cette distance-là, R1, il faudra bien mettre au carré, et cette distance-là, R2, il faudra mettre au carré. Alors R1 égale R2, parce que c'est un triangle isocèle. Donc à part ça, la géométrie, bon oui, c'est pour savoir les distances, mais... et c'est pour avoir... Bon, le alpha ici, je peux le trouver facilement, hein, parce qu'on connaît ceci, l'hypoténuse, donc côté adjacent, je connais le côté adjacent, je connais l'hypoténuse, je connais, enfin je m'excuse, je connais le côté opposé et le côté adjacent, et l'hypoténuse, je connais les trois donnes. Donc ici, connaissant le côté opposé alpha et l'hypoténuse, je peux trouver l'angle alpha. Tout comme connaissant ici, comme ici c'est un problème symétrique, il est facile, hein, bon, parce qu'on aura 3 et 4, donc c'est la même chose que l'autre côté, l'angle alpha égale alpha prime, on aura côté opposé sur l'hypoténuse, voilà, et côté adjacent sur l'hypoténuse, ils seront déterminés, donc je peux déterminer le alpha prime. Tout est connu ici, dans les triangles. Tout est connu. Alors maintenant, je vais aller en simulation, je vais positionner le problème. Alors, vous voyez que, la première des choses, vous voyez que j'ai une charge ici, en A. Bon, je vais remettre les repères, bien sûr, pour voir un petit peu plus clair. Je vais mettre l'axe X, l'axe Y et la grille. Voilà, on va afficher tout ça pour voir clair. Alors, bon, je vais disposer mes charges. Alors, la première charge, bon, ce sont des charges ponctuelles. Moi, je vais mettre des cercles. Alors, ma première charge, la voici. Elle est en 4. Alors, je dois mettre en 3. Par rapport au 0, il doit être en 3. Alors, je vais la mettre en 3. Bien un curseur, bien sûr. Alors, je descends en 3. Bon, là, je dois aller avec un réglage fin. Shift à droite. Flèche droite. De 54. Voilà. Encore un. 28. 29. Voilà. Là, il est bien à 3 unités. Pour la charge petit a, je vais le régler le petit a, la charge là, qui est en A. Hein, vous voyez qu'il est disposé en A. Voilà, disposé au point A. Là, ici, bon, il est à l'intérieur, ici, bon, point A. Je mets un cercle pour mieux le voir. Alors, je vais mettre un micro-coulomb. Alors ici, je vais travailler en micro-coulomb. Parce qu'on a un micro-coulomb. Donc, je vais mettre un micro-coulomb. Je vais faire un réglage fin. Shift. Voilà. Voilà. Là, Q1 maintenant est une charge 1 micro-coulomb. Alors maintenant, je vais régler la charge. Donc vous voyez la disposition triangulaire. Vous voyez qu'on a une disposition polygonale triangulaire ici.
Voilà, c'est un triangle. Hein. Bon, moi je dois obtenir un triangle isocèle. Donc, je vais régler maintenant la charge Q2. À la position -3. Voilà. Je vais faire un réglage fin. Shift, flèche à droite. Et voici mon -1. Maintenant, j'ai bien un triangle isocèle. C'est parfait. J'ai un triangle isocèle. Maintenant, je vais régler cette charge à -1 microcoulomb. C'est la charge B. Voilà. La charge est à -1 microcoulomb. Alors, la distance, bien sûr, fait 4. Dans le problème, il fait 4. Parce qu'il doit être à 4 mètres. 4 mètres. Alors, je vais régler à 4. Voilà. Je vais faire un réglage fin. Voilà, ça, ce sont les forces. Attention que ce sont les forces. Alors, ici, je vous ai dit que j'ai mis une charge étalon de +1. Ça va me faciliter beaucoup les calculs, parce que +1, ça veut dire que vous savez très bien que plusieurs choses, c'est que le champ, c'est une force par unité de charge. Mais s'il s'avère que vous prenez l'unité de charge égale à 1 coulomb, et c'est ce que j'ai fait avec la charge étalon, c'est une unité énorme, mais là, à ce moment-là, le champ égale la force. Donc, vous aurez compris qu'en plus de ça, j'ai pris la charge étalon Q étalon égale à plus 1. Et le plus signifie qu'on n'aura pas de vecteur opposé. Quand je fais F sur Q, voilà, ben, Q, comme la charge est positive, E et F seront dans le même sens, ça c'est déjà une chose. Et la seconde chose, le fait d'avoir pris 1, eh ben, c'est la même norme, E égale F. Donc là, en fait, qu'est-ce que j'ai représenté? Aussi bien les forces en newton, aussi bien newton par coulomb. Ce sont, voilà, c'est aussi bien le champ que la force. C'est aussi bien le champ que la force. Donc voilà, ça me simplifie le calcul, le Q étalon me simplifie vraiment les calculs. Et bien maintenant, je vais faire les calculs. Les calculs vont être les suivants. Bon, il faut calculer tout d'abord. C'est toujours la même chose. Hein. Bon, voilà. On a tout ce qu'il faut. Donc on a la force de Coulomb qui est égale à 1 sur 4 pi epsilon 0. Alors la force de Coulomb qui, dans l'espace, est une géométrie sphérique. Hein. C'est une géométrie sphérique. Alors on aura 1 sur 4 pi epsilon 0 fois Q1 fois Q étalon sur la distance séparant R carré. Et ça c'est, enfin la distance séparant que j'appelle R1, la distance séparant Q1 au Q étalon. Voilà, et ça c'est la norme de la première force F1. Donc le champ aura cette même valeur, hein, parce que bon, c'est F1, 1,
est égal à F1, qui est la norme de F1, ça, sur 1 coulomb. Donc vous comprendrez que c'est la même chose. Alors je dirais aussi que F2 c'est pareil. Mais F2 c'est 1 sur 4 pi. Alors 1 sur 4 pi epsilon 0, on est ici, on est dans le vide. Hein. Vous savez très bien qu'on est dans le vide. Bon, dans l'air sec, c'est encore valable dans l'air sec, mais dans le vide ou dans l'air sec. Alors 1 sur 4 pi epsilon 0, c'est 9 fois 10 exposant 9. 9 fois 10 exposant 9. Voilà. Et F2, ben, c'est pareil. Qu'est-ce qu'il faut changer? Il faut changer juste la charge. Là, c'est par rapport à Q2. Et la charge étalon. Et bien sûr, la distance qui est la distance entre Q2 et QE. Bon, je rappelle que c'est en microcoulomb. Hein. Donc des microcoulombs fois des microcoulombs, c'est du 10-12. Hein. Mais ça va être atténué par le 10 exposant 9. Ouais, si vous faites 19 fois 10-12, ça fait 10-3. Ouais, c'est atténué si vous faites le calcul de 10-12 qui fait 10-6 fois 10-6 parce que c'est des micros. Alors si j'avais des millicoulombs et des millicoulomb, c'est 10-3 fois 10-3, ça fait 10-6. Là, il est atténué en 9-6 et qui fait 3. Voilà. Bon, ici, je travaille en microcoulomb, donc c'est 10-12 fois 10-12. Alors là, le champ, ça va être pareil. C'est la norme de F2 sur 1 coulomb. Voilà. Et en faisant ça, vous avez les forces. Bon, les forces, c'est pas compliqué. Il suffit juste de calculer ça. Et donc, c'est ce que je fais ici. Donc, je calcule. Voilà. Bien sûr, ici, j'ai positionné un point A. Mon point B, vous voyez où il est. Voilà, mon point D. B et le point C, point D, c'est là où je dois calculer le champ. Je dois calculer le champ au point D. Voilà, vous avez A, B, voilà, on a A, le point A, Q1 se trouve en A, Q2 en B, et le Q étalon en D. Alors, bien sûr, la force va agir suivant, on connaît sa direction, hein. On connaît sa direction, parce que la direction, ben, c'est suivant le lien des deux points. Enfin, c'est l'interaction, la ligne qui joint les deux points, la ligne droite qui joint les deux points. Donc, c'est cette droite-ci. C'est l'interaction entre la direction entre Q1 et Q2. Je m'excuse, Q1 et Q étalon. Q1 et Q étalon. Et entre, voilà, ça c'est entre Q2 et Q étalon. C'est la direction. Donc les directions sont connues. Alors les normes. 9 fois 10 exposant 9 sur la distance AD au carré. Alors la distance AD au carré, bon, c'est un problème assez simple de géométrie. Hein. Bon, vous avez, pour trouver la distance, ben, c'est du Pythagore. Hein, puisque vous avez, voilà, si je devais mettre le problème comme ceci, vous avez 3 mètres 3. Ici, 3, le total fait bien vos 6 mètres. Vous disposez Q1 ici, Q2 là-bas. Vous mettez, bien sûr, le Q étalon ici pour calculer le champ ici, en ce point-là, en D. Alors ici, je vous rappelle que vous avez A, là vous avez B. Ben, la distance Q1, Q2, c'est celle-là. C'est-à-dire si vous avez 4, ben, c'est 3, 4, 5. Parce que c'est 3 au carré, plus 4 au carré, ça fait 25, racine carrée de 25, ça fait 5, et ici en bas c'est la même chose. C'est un problème symétrique, je vous ai dit que c'est un problème, c'est un triangle isocèle. Donc la distance elle est assez simple à trouver, même, voilà, il suffit de faire le Pythagore sur le triangle rectangle. Sur les deux triangles rectangles. Vous faites du Pythagore, et voilà, vous résolvez le problème. Donc c'est pas ça qui est compliqué, la distance elle est facile. Hein. Q1 on connaît, Q2 on connaît tout. Donc calculer la force ici, là ça fait 5 au carré, ça fait 25. Attention qu'il faut regarder, c'est l'unité. Hein.
Euh, 4 mètres, c'est en mètres. Il n'y a pas de problème. Distance de 4 mètres. Et l'autre, c'est distance de... Donc on est en mètres, donc il n'y a pas de problème, je peux mettre directement 25. Parce que si c'est des centimètres, vous devez remettre en mètres. Voilà, donc ici, je peux mettre directement 25. Et là, R2, c'est 5 x 5, 25. Q1, Q2, vous connaissez, parce qu'il y en a un qui fait 1, et l'autre qui fait moins 1. Alors, n'oubliez pas votre 10 moins 12. Alors, comme on calcule en norme, ici, c'est plus 1. Parce qu'on prend la valeur absolue des charges. Alors, supposons que je garde ceci. C'est 1. Valeur absolue de 1, c'est 1. Valeur absolue de moins 1, ben, ça fait 1. Voilà. Ici, c'est 10 moins 12. C'est pas 10 moins. Je sais pas pourquoi j'ai marqué 10 moins 16. C'est 10 moins 12 parce que 10 moins 6, c'est 10 moins 6, c'est 10 moins 12. Voilà. Et l'autre côté, ben, c'est pareil. On aura les mêmes forces électrostatiques. D'ailleurs, c'est pour ça que vous voyez que les deux forces sont les mêmes en norme. Je veux dire en norme. Hein. Non, je peux faire passer un cercle. Regardez, ils ont le même rayon. Voilà, vous voyez que ils ont le même rayon. Ils ont le même rayon. Donc les normes elles sont les mêmes pour les deux vecteurs. Bon, alors leurs directions, ben, elles ne sont pas les mêmes. Je vous ai dit pourquoi, parce que bon, on a l'interaction des deux charges suivant leur. Oui, ici j'ai calculé ici ça, c'est moins 360. Allez, donc voilà, c'est plutôt 360 parce que je prends en norme. Donc ici, vous aurez la norme qui fait pour celui-là 360, F1 égale E1. Si ce n'est qu'ici, si j'exprime en F1, ce sera en Newton, E1 en Newton par coulomb, mais ça vaut 360. Alors si c'est F1, c'est 360 Newton, et si c'est E1, c'est 360 Newton par coulomb. Alors le F2, il vaut combien? Ben, tout aussi 360. F2 vaudra 360. Ben, ici, comme c'est Newton, ou si c'est le champ, c'est en 360 Newton par coulomb, parce que j'ai pris une charge de 1 coulomb, comme charge étalon. Donc ici, je considérais la force 1 égale 360 newtons. Donc c'est les mêmes, ils ont les mêmes, comment on appelle ça, les mêmes valeurs. Alors ici, c'est juste que j'ai mis à 360 parce que j'ai laissé le moins. J'ai pas pris en valeur absolue. Voilà, j'ai pas pris en valeur absolue. Bon, mais en valeur absolue, c'est 360. Voilà. Et l'autre, c'est 360 aussi. Donc autant pour l'un, je dois prendre la distance BD et l'autre, je dois prendre la distance, bien sûr, BD au carré. BD au carré, je calcule, voilà, le champ. Alors les directions, vous les connaissez. Les directions, on les connaît. Donc on connaît la norme et la direction. C'était la norme. La direction, c'est facile, c'est suivant les droites là que je vous ai dit. La norme, je vais de la calculer. Alors maintenant, se pose un petit problème, c'est l'essence. C'est juste l'essence, et donc maintenant l'essence, je vais les déterminer par décomposition. Voilà, par décomposition vectorielle. Bien sûr, les décompositions vectorielles au travers d'un axe. On a presque tout, hein, voilà, on a presque tout. Alors maintenant, je vais regarder pour la décomposition. La décomposition dans un axe XY. Donc j'ai deux charges. La charge étalon. La norme, on connaît la direction des deux forces. Et on connaît la norme, direction et norme. Ouais, ça suffit. Direction et norme, ça suffit. Bon, sachant qu'ici il y a 3, la 4, ici 3, 4, 5 et 5. Bon, on va décomposer ça suivant l'axe XY.
Alors, le tout, c'est de savoir, pour avoir le sens, si lui, il est positif et lui, il est positif, on aura un vecteur qui sera, il va, bien sûr, dans le système ici, hein, parce qu'il y a la loi de l'action et de la réaction, on a un vecteur qui fait ça aussi, mais on s'en fout de ça, parce que le système, c'est ça. Le système, c'est ici. C'est au point C que je calcule le champ. Donc, là, qu'est-ce qui va se passer? J'aurai un vecteur comme ceci. Donc, ça veut dire qu'il sera plus et moins. En répulsion, il est plus moins. Mais si je mets un moins, il y a une attraction. Là, il sera moins en x suivant x et plus suivant y. Donc, ce sera l'opposé. Vous voyez que ce sera l'opposé. C'est l'opposé. Donc, en attraction, c'est l'opposé de la répulsion. Là, il sera moins en attraction, alors qu'en répulsion, il est plus. Alors pour l'autre, il sera plus en attraction, pendant que l'autre, il est moins. Donc ils sont opposés. Donc les deux vecteurs-là seront opposés si je mets... Voilà. Donc il faudra les opposer. Donc si j'ai une répulsion, il faudra que je fasse en sorte qu'il soit répulsé. Maintenant, pour l'autre là-bas, ça c'est entre Q1 et le Q étalon. Là on a Q2. Entre Q2 et Q étalon, là on aura, s'il est répulsé, on aura plus et plus. Donc là il n'y a pas de problème. Pour Q2, c'est plus plus. Plus en X, plus en Y. Maintenant, ça c'est en répulsion. Parce que en attraction pour Q2, ben, ça sera le tout contraire. On aura moins, moins. Donc, attraction pour Q2, c'est moins, moins. En répulsion pour Q1, c'est plus, moins, voilà. Et en attraction, de Q1 par rapport à QE, bien sûr. Hein. C'est par rapport à... Ça veut dire par rapport à QE. On sait bien que c'est par rapport à QE. Alors, l'attraction de Q1 par rapport à QE, c'est ben, l'opposé. Moins, plus. Donc ceci est trouvé par l'opposé. Et celui-ci est trouvé par l'opposé. Donc il faut que je prenne en compte ceci. La seconde chose, ça c'est la première chose à savoir. La seconde, je vous ai dit que c'était une histoire de cosinus au départ. Donc, F1 est égal à, il y aura une composante en I et une composante en J. F2, il y aura une composante en I et une composante en J. Alors, on va faire la somme après pour avoir la résultante, qui est F1 plus F2. Donc, on aura une composante aussi en I, plus une composante en J. Alors, le tout, c'est de décortiquer ça en I. En I, on aura Q étalon, ici. Alors, c'est pour avoir
la composante suivant x, f1x et f1y. Et ça, c'est f1. Bon, et ça, il suffit d'aller chercher f1x. Ben, on sait bien que là, si j'ai un angle alpha, ben, c'est côté adjacent sur l'hypoténuse, c'est la norme de f1. Donc c'est f1x, la norme de f1, c'est f1. Ça, c'est f1x. Je l'ai mal écrit, mais c'est f1x. Eh bien, je peux être égal à cosinus alpha. Donc je peux trouver f1x est égal à f1 cosinus alpha. Et la norme, je vais de la calculer. Hein. F1, je connais. Alors, mais cosinus alpha, ce qu'on connaît, ben, il y a moyen de le trouver. Parce que le cosinus, il suffit de repérer le triangle ici. A, O, D. Voilà, c'est cet angle-là, alpha. Alors, le cosinus, c'est côté adjacent sur l'hypoténuse. Donc, c'est la distance OD sur AD. OD sur AD. Donc, c'est 4 cinquièmes. Et donc, là, maintenant, je peux trouver, bon, on a trouvé F1, c'est 360 fois 4 cinquièmes. Bon, ça, je vais calculer ça tout de suite. Si je trouve ma machine, bien sûr. Voilà. Alors, j'avais dit que c'était combien de newtons en norme. Moi, je peux aller chercher ici. 360. Ah, 360, 360. Ah, 360. Je vais mettre deux vecteurs unitaires, bien sûr. Hein. Il faut que je place U, un vecteur U et un vecteur V. Bon, voilà. Je place deux vecteurs unitaires, un sur l'axe X et un sur l'axe Y. Et maintenant, je vais calculer voilà, la composante en U. Puis je vais faire la composante en V, bien sûr. Alors, distance OD. Donc, je vous ai dit que c'est 360 fois 4 cinquièmes. 360 fois 4 divisé par 5. Voilà, ça fait 288. Oui. Attention que je suis en train de chercher Q1 ou Q2. Q1, c'est F1. Je suis en train de chercher le vecteur de droite, qui est D1 ici. Vous voyez D1. Voilà. Donc D1, on a bien. Donc c'est pas celui-ci, c'est celui-là. Voilà, c'est 288. Donc on a bien 288, et l'autre il fait moins 216. Donc on aura 288, et là on aura moins 216. Alors d'où vient moins 216? Ben, je vous ai dit que le vecteur, là cette fois-ci, f1y, je vais le calculer ici, f1y sur f1 est égal au sinus alpha. Ça veut dire que f1y est égal à f1 sinus alpha. Alors le sinus alpha, c'est côté opposé. Je vais le prendre par rapport au triangle OAD. C'est distance c'est le sinus, c'est côté opposé sur le côté adjacent. Le côté opposé, c'est 3. Donc c'est 3 cinquièmes. Donc c'est 360 fois 3 cinquièmes. Bon, mais sachant qu'il est négatif, hein, la composante est négative. Donc ce sera moins, si vous voulez, moins 360 sur 3 cinquièmes. Si je fais ça, 360 fois 360 fois 3 cinquièmes, ça fait moins 216. Donc c'est bien ce que je vous disais, on a bien moins 216 newtons. Vous le voyez ici, hein,
288 moins 216. Bon, après, bien sûr, qu'est-ce que je fais? Je mets à l'échelle, je divise par 100. Et bien sûr, je le remets en D. Parce que si j'ai le vecteur là, je le divise par 100, je n'ai plus que ce vecteur-là. Voilà, et je le déplace, bien sûr, en D. Et puis, bon, il me trouve le point G, et puis je fais le vecteur DG. Voilà. Et donc, on a ce vecteur-là. Donc, c'est moins 216. L'échelle, c'est un centième. Donc, c'est bien moins 216. Maintenant, je vais faire le deuxième vecteur. C'est un peu le même principe. Alors, je vais considérer qu'ici, c'est positif. Je vous ai expliqué par après, je vais traiter le négatif par après. Alors, je vais faire comme s'il y avait une charge positive. On sait bien que Q2 est négatif. Hein. Vous savez bien que Q2 est négatif. Donc là, on a Q2. Je vais la considérer positive. Voilà. Alors, si je la considère positive par rapport à l'étalon, Q étalon, ou alors je peux directement la considérer comme négative, il n'y a pas de problème. Je vais la considérer comme négatif. Bon, je vais vous expliquer comment ça se passe si c'est positif, tout d'abord. Si c'est positif, vous aurez une répulsion. Donc on aura une composante en X comme ceci et une composante en Y comme ceci. Alors là, on aura F2. Là, c'est la norme F2. Enfin, c'est le vecteur F2, mais on connaît sa norme. On a F2 de X et F2 de Y. Et on a plus, ils sont tous les deux positifs. Alors, remarquez que le vecteur F1, il y a un moins. Il est bien plus moins. Vous avez bien vu qu'ici, c'est, voilà, K, c'est la norme qui est 360 fois la distance OD divisée par la distance AD. Alors OD c'est 4 et AD c'est 5. Et puis je mets un R. Le R, je vais vous expliquer après. C'est pour avoir l'opposé justement. C'est pour avoir l'opposé. Bon, l'opposé. Comment je fais pour avoir l'opposé? Si éventuellement la charge A serait négative, ben je vais traiter ici un rapport, voilà, qui est valeur absolue de A sur A. Alors ça fait toujours 1 ou moins 1. Alors ce sera bien sûr 1, 1 si la charge A est positive, mais si si elle est négative, je vais la mettre négative, voilà. Là, vous voyez que, bon, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je vais remonter. Ouais. Là, vous voyez que, bon, si je change la charge, il bascule de l'autre côté. Donc, si je devais mettre moins 1, voilà, ça c'est moins 1. Le A, là, ici, il vaut moins 1. Alors, si je fais ça, le A, il vaut moins, le A sur A, valeur absolue de A sur A vaut moins 1. Alors, si je fais ça, la valeur absolue de A sur A vaut moins 1. Donc, je sais bien que j'ai une répulsion. Et donc, là, dans ces cas-là, valeur absolue de A sur A est une répulsion. Donc, ça veut dire que je devrais prendre l'opposé par rapport à ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Voilà, ici, donc, je prendrai l'opposé. Si je prends, voilà, pour ces deux-ci, on avait plus, moins, mais avec le coefficient valeur absolue de Q1 sur Q1, voilà, sachant que Q étalon est positif. Hein. Si Q étalon est positif, donc il n'y a pas de problème. Ben, comme il est positif, Q étalon, ben, qu'est-ce qu'il va me dire si j'ai une attraction, une répulsion? Ben, c'est voilà, valeur absolue de Q1 sur Q1 qui vaudra soit plus 1, donc là ça sera une répulsion, voire moins 1 si Q1 est négatif, j'aurai une attraction. Sachant que, bon, Q étalon, je ne me soucie pas, justement, j'ai simplifié la chose en mettant en plus. Donc, ça va, je ne vais pas me soucier de... Donc, j'ai un facteur qui me permet de prendre l'opposé, si vous voulez. Alors, comment avoir l'opposé? Ben, vous mettez juste un facteur que je vais appeler
P, si je l'appelle P, c'est plus un ou moins un. Et ce plus un ou moins un va venir jouer ici, dans le vecteur F1. Donc je suis en train de chercher, c'est pas ça. Il faut chercher la page, la bonne page. Parce que c'est pas ça non plus. On va chercher la bonne page. Hein. Voilà, là. Ici, je mets tout simplement un facteur. Voilà, moins A sur A. Moins A, si vous voulez, moins Q1 sur Q1. Tout comme ici, la même chose de l'autre côté. Ouais, là, c'est pour inverser, si vous voulez, le vecteur. Hein. Je prends l'opposé du vecteur. Enfin, ici, c'est pas moins Q1 sur Q1. Alors, tout d'abord, ici, vous avez un moins. Plus par moins, ça fait moins. Voilà. Et là, je vais manipuler aussi un Q1 sur Q1. De telle manière, ceci, c'est pour inverser, prendre l'opposé de ceci, et l'opposé du signe qui serait ici plus deviendrait moins. Le plus, si Q1 il s'avère qu'il serait négatif, on aurait un moins là. S'il s'avérait que Q1 est négatif, on aurait un moins là. Ben, ici, je vais faire la même chose. Je vais avoir Q2 sur Q2 si, voilà, c'est pour avoir l'opposé, si auquel cas, je veux dire, le vecteur est mais alors ici, c'est plus plus. Hein. Attention, autant ici, c'est plus moins. Je vais dire pourquoi. Hein. Parce que le premier vecteur, c'est plus moins. On va prendre un vecteur comme ceci. Voilà. Alors que l'autre, c'est plus, plus, plus. Bien sûr, si on est en attraction, oui, en répulsion, si on est en répulsion. Mais justement, là, je vais mettre Q sur Q2, qui est négatif. Parce que, voilà, je vais calculer, donc il va refaire ceci. On aura moins, moins. Non, je m'excuse, il va aller par là. Plus, plus, va donner... bon, je vais retirer le J là-bas qui me dérange un petit peu dans mon chemin. Voilà. Qui va donner, si vous voulez, moins, moins. Et donc j'aurai le vecteur qui sera comme ça, moins, moins. Alors, grâce à ce Q2 sur Q2. Q2 sur Q2. Voilà. Alors, moi, ici, dans mes calculs, n'apparaît pas ce... Ça, c'est pour le point de vue informatique. Hein. Donc, ceci n'apparaît pas ici. Ça, c'est pour le point de vue informatique, le Q2 sur Q2. C'est pour moi avoir une astuce pour, je veux dire, faire en sorte que le vecteur, je vais prendre l'opposé au niveau informatique. Mais ça n'apparaît pas au niveau mathématique. Au niveau mathématique, vous devez avoir votre plus plus. Voilà, et ici vous aurez votre moins moins, parce que bon, on connaît le résultat ici. Par contre, au niveau en simulation, vous ne le connaissez pas. Donc il faut, je veux dire, une variable qui va permettre de dire si vous êtes en attraction ou répulsion. Donc, et c'est ce qui se passe ici. Donc il y a un point de vue informatisé ici. Bon, je suis obligé de repasser par un point de vue informatisé. Et donc dire à l'informatique que bon, on a une opposition à prendre. Alors cette opposition, c'est, je vous l'ai dit, il faut que je la cherche, je ne sais pas ce que j'ai mis. Voilà, c'est A sur A qui est Q1 sur Q1. Voilà, Q1 sur Q1 ici il est négatif, hein, parce que je l'ai mis, j'ai mis une charge A négatif et Q étalon est positif. Donc on a bien une attraction ici. On a une attraction. On a une attraction, puis ça diminue de plus en plus. Et puis voilà, on repasse en positif. Là on a une répulsion. On a une répulsion. Alors le B sur B, c'est la même chose, c'est au niveau informatique, mais le B sur B, c'est ici c'est une répulsion. Le B sur B, c'est une répulsion. Une attraction, je m'excuse, parce que Q étalon étant positif. Donc maintenant, regardez bien, le B sur B, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire en sorte que si je repasse en positif, il va passer de l'autre côté, tout simplement. Alors le vecteur DH, c'est la somme des deux forces. Hein.
C'est W1 plus D1, c'est F1 plus F2 si vous voulez. C'est F1. W1, c'est la force du ou le champ, parce que je vous ai expliqué pourquoi champ et force sont identiques, parce que j'ai pris un Q étalon égal à 1 coulomb, plus 1 coulomb. Donc W1, ben, c'est quoi? C'est la force due à Q2 sur Q étalon. D1, c'est la force due à Q1 sur Q étalon. Et bien sûr, la somme de ces deux forces, des compositions des deux forces, ben, ça fait le vecteur DH, et c'est ça qu'on a en réalité, c'est DH, c'est la résultante. Voilà, donc je vous ai expliqué un petit peu en gros le A sur A et le B sur B, et donc que j'incorpore bien sûr dans mes formules, ici, j'ai incorporé dans mes formules, donc, et là on voit bien qu'on a plus et plus, et j'incorpore le S qui est B sur B. PQ, non, c'est PQ. Voilà. Je ne sais pas où est-ce que j'ai mis le S. Comment ça se fait que ma variable S n'est pas là? S égale Q. Voilà, S égale Q là-bas. C'est S, c'est ce S-là. Voilà, c'est ce S-là. S égale Q. Voilà, S égale Q. Voilà, et Q c'est B sur B. Et R c'est égal à P, c'est A sur A. Donc j'ai retransféré vers... moi j'aurais dû pas faire ça, mais voilà, R égale P. P et S égale Q. Donc R c'est, si vous voulez, égale P, c'est A sur A. Valeur absolue de A sur A, et S c'est valeur absolue de B sur B. Donc ici je traite la valeur absolue de B sur B. Voilà, c'est la norme fois le cosinus. La norme bien sûr du vecteur F2 fois le cosinus, qui est bien sûr distance OD sur distance BD, fois U, puis la distance, bien sûr, fois S pour opposer, s'il y a un signe, s'il y a une répulsion, enfin une attraction, pour répulser s'il y a une attraction qui est valeur absolue de B sur B. Voilà, c'est ce que je vous ai expliqué. Et puis je fais la même chose de l'autre côté pour le V, le vecteur V, qui est distance de OB sur distance de BD. Bon, maintenant je vais remettre tout à place, bien sûr, et je vais recalculer, bien sûr, tout ça. Donc je vais remettre moins 1. Voilà. Ah ben, on va calculer ceci. Donc, là on a 3, non 4, je m'excuse, c'est 4. Parce que le 3 il est là. Le 3 il est là, le 4 il est là. Et là on a 5. Donc, je vais le calculer en négatif, hein. Voilà, parce qu'on a une attraction. Donc on aura moins, moins. Moins, moins. Alors, qu'est-ce qui va me donner le moins? Je vous ai dit que ici, moi j'ai calculé en plus plus, comme ceci. Et puis j'ai multiplié par un facteur S qui est valeur absolue de B sur B. Des moments où il y a, voilà, celui-ci et celui-ci donnent, là, l'étalon il est positif, celui-là il est négatif. Donc on sait bien que ici il va donner un négatif. Et comme j'ai travaillé avec plus, plus, le fait d'avoir un S négatif, ben on aura moins, moins. J'oppose. Je prends l'opposé si vous voulez. Voilà, S, je prends l'opposé. C'est une façon de prendre l'opposé. Alors maintenant, vous aurez compris que le F2 de X, ben, c'est un peu la même chose que tout à l'heure, c'est le cosinus. C'est le cosinus F2 cosinus alpha. Mais comme il y a un moins, c'est moins F2 cosinus alpha moins F2 sinus alpha. Bon, le tout c'est de trouver le cosinus alpha.
alpha, enfin c'est plutôt alpha prime, hein. Bon, on va l'appeler alpha prime, pour pas le mélanger avec l'autre angle. Alpha prime, il est ici. Alors c'est côté opposé, donc ici on a la distance OB, distance OB, et là c'est bien sûr D. Alors côté adjacent, c'est 4. De nouveau, on aura 4 cinquièmes. 4 cinquièmes et F2, je sais plus c'était combien, c'était la norme de F2. « 360 aussi. Alors, tous les deux fallait être, c'est normal parce que c'est deux charges symétriques. Enfin, c'est deux charges identiques. On a A égale 1 et B égale 1. Enfin, en valeur absolue. Hein, parce que c'est vrai que B vaut moins 1, mais en valeur absolue, ça fait 1. Donc on a les mêmes charges, donc fatalement, avec une même disposition, même distance. C'est un triangle isocèle, donc c'est vraiment, donc on a 360. Mais on aura 360, moins 360 fois 4 cinquièmes. Moins 360 fois 4 divisé par 5, moins 288 I, moins, le moins je l'ai déjà, moins 288 I, voilà. Ce qui me fait dire qu'en I, ça fait 0 I, hein. Il n'y a pas de composante en I, et vous pouvez le voir de la résultante, hein. La résultante, il n'y a pas de composante en I, c'est un vecteur vertical. Voilà, c'est un vecteur vertical. On a un 90 degrés là. À 90 degrés, on a un vecteur vertical. Vous voyez DH, DH est vertical, il n'y a pas de composante en I. Maintenant, je vais chercher la composante en J. Alors, le tout, il faut trouver. On aura moins 360 fois 4 cinquièmes, mais là, on aura moins 360 fois. Bien sûr que c'est sinus, c'est côté opposé, qui est 3 cinquièmes sur l'hypoténuse. Et là, de nouveau, on va retrouver moins 200, je sais plus combien, moins 288. Moins 288. Comment ça se fait que j'ai 206 ici, c'est bizarre. Bon, je vais recalculer. 360 fois 3 divisé par 5, ouais, moins 206. Moins 206. Donc on aura moins 2 fois moins 206. On aura le double du vecteur 206. Moins 206 fois 2, je vais faire fois 2. Voilà, moins 432. Donc on a moins 432 J. Alors maintenant, pour calculer la norme c'est facile, hein, parce qu'on connaît maintenant la résultante, ce que vaut le champ ou la force au travers de la résultante, R, qui vaut 0 moins 432 J. J'essaie de la voir. Voilà, c'est 0 I. Voilà le vecteur résultant. Voilà, on a bien deux fois on a bien deux fois moins 200 moins 216. On a bien moins deux fois moins 216. On a le double là-bas qui est G1. On n'a pas de composante en X. Voilà. Et pour trouver la norme, c'est assez simple, puisque la norme, il suffit de faire la racine carrée, donc la norme de R est égale à 0 au carré plus 432 au carré, ce qui fait racine carrée de 432 au carré, ce qui fait 432. Voilà, 432. Et donc, la norme, comment je la trouve ici? Je cherche juste la distance DH.
Alors là, vous voyez que ça, c'est quoi? Le U1 ici, c'est ce que je vous ai expliqué. C'est pour avoir les composantes en X et en Y. Voilà, en suivant U. U ici, c'est le vecteur de normé, c'est U et V. Voilà, j'applique la formule. Hein. C'est F2, F2 cosinus alpha I plus F2 sinus alpha J, mais avec un S qui va permettre de prendre l'opposé. Voilà. Alors je divise par 100 pour avoir à l'échelle. Bien sûr, je mets au bon endroit ce vecteur, parce que ce vecteur, voilà, il me donne un point, et je construis avec ce point le vecteur DE. On a ce fameux vecteur DE. Voilà, ça c'est l'action de Q2 sur Q étalon. Je fais la même chose avec ce vecteur-là. Donc c'est bon, la norme qui vaut la norme de F2 fois le cosinus alpha, alpha prime, fois I, moins F2 fois sinus alpha prime fois J. Mais j'intègre bien sûr, pour avoir l'opposé, un facteur R que je vous ai expliqué, pour avoir l'opposé. Aussi, auquel cas on avait un vecteur opposé du fait qu'on aurait une charge négative par rapport au Q étalon qui est positif, ce qui dénoterait une attraction. Alors je divise par 100, ce vecteur-là, je le divise par 100 pour avoir l'échelle. Je prends la même échelle que l'autre, bien sûr. Hein. Puis bon, qu'est-ce que je fais? De ce vecteur-là, je le mets en D. Je passe de l'origine en D. Une fois que je l'ai mis en D, ben, ça me donne un point. Et ce point, le vecteur DG me donne... parce que ici, ça me donne un point. Ça ne suffit pas. Il faut que je crée le vecteur DG. Bon, là, j'ai le vecteur DG. Et là, j'ai les deux vecteurs. Et maintenant, je fais une composition des deux. Je fais la somme des deux vecteurs. Hein, voilà. Mais je le mets bien sûr en D. Je le place en D. Donc, il faut que je le replace en D. Bon, ça me donne un point H, bien sûr. Encore une fois, il faut que je construise le vecteur DG. Voilà. On a tout ça. Maintenant, je vais chercher la direction de la droite. Alors, pourquoi cette direction de droite? Ben, c'est pour calculer, bien sûr, j'ai pas encore terminé, parce qu'ici, il reste encore, bien sûr, l'angle. L'angle que vaut l'angle par rapport à l'axe X. Bon, autant on a la norme, bien sûr, qui est en newton, ou en newton par coulomb, suivant que c'est... parce que j'ai pris une charge étalon de 1 newton par coulomb, donc ici je peux mettre en newton ou en newton par coulomb. Hein. Ça dépend si je traite la charge ou le... Enfin, si je traite la force ou le champ. Ici c'est la même chose, hein, parce que j'ai pris un coulomb comme charge étalon. Et bien sûr, maintenant, je dois aller chercher l'arc tangent pour avoir l'angle. L'angle entre R et la résultante et l'axe des X, c'est arc tangente voilà, de 0 sur 432. Sur moins 432, ça fait voilà, arc tangent de 0. Je m'excuse, c'est pas... Parce que ici, je m'excuse, hein, c'est pas ça. Je vais vite modifier. C'est pas ça, parce que justement, je dois avoir 90, je dois pas avoir 0. Je dois avoir 90 degrés. Alors pour avoir 90 degrés, si vous voulez, on a... voilà, ici, on a AI plus BJ. Ah, ça c'est le vecteur. Alors pour avoir l'angle alpha, c'est la tangente, je vous rappelle que c'est côté opposé sur côté adjacent. B sur A. C'est la composante en J, donc alpha c'est arc tangente B sur A. Arc tangente. Bon, arc tangente, je l'ai pas bien écrit, mais enfin vous avez compris que c'est arc tangente B sur A. Voilà, c'est arc tangente. Arc tangente c'est arc ACT. Voilà. Alors les machines c'est certains ils écrivent comme ceci, arc tangente. Bon, enfin bref. Bon, l'arc tangente, c'est B sur A, donc c'est moins 432 sur 0. Or ça fait l'arc tangent de l'infini, l'arc tangent à l'infini, c'est 90 degrés.
c'est 90 degrés. Et donc ici, on a bien 90 degrés. On a bien sûr, alors grâce à cette droite, je vais chercher l'angle, et bien sûr, l'angle par rapport à la droite, hein, voilà, qui me donne 90 degrés. Donc j'ai l'arc tangente ici, et là maintenant j'ai tout, là j'ai tracé mon polygone, j'ai tout, j'ai les angles, j'ai tout ce qu'il faut. Voilà, donc vous avez vu maintenant à quoi ça rimait. Donc j'ai calculé ici la résultante et l'angle que fait cette résultante de force ou de champ par rapport à l'axe des X. Et bien maintenant, je peux simuler pour n'importe quelle valeur. Autant le problème, maintenant, je peux le modifier à ma guise, parce que voilà, la simulation a été faite, elle est construite pour un problème donné. Maintenant, je peux simuler pour n'importe quelle charge. Alors regardez bien, qu'est-ce que ça va donner. Maintenant, je peux bannir ceci, parce que bon, je n'ai plus besoin de ceci. Tout est correct. Et ce que je vais juste changer, je n'ai plus besoin du système d'axe. Parce que tout a été calculé, donc le système d'axe, ça permet de faire des calculs. Donc, bon, voilà. On a déjà retiré ceci, et les axes, je vais les enlever. Voilà, j'ai plus d'axes. Voilà, maintenant, je peux traiter avec ceci. Le problème, le voici. Alors, je vais le remettre correctement. Voilà. Alors, je vais le descendre un petit peu parce que c'est un peu trop grand aussi. Alors, je vais faire apparaître les deux autres curseurs. Parce que j'ai besoin des deux autres curseurs pour les distances. Ce curseur-là. Voilà, bon, je mettrai quand j'en aurai besoin. Je mettrai, je mettrai par après. Pour pas encombrer avec deux curseurs, parce que trop de curseurs, ça n'a pas non plus. Alors ici, je vais mettre une charge de 2 coulombs. Hein, j'augmente la charge en coulomb de Q1. C'est toujours positif là. Il y a une répulsion. Alors plus j'augmente, plus ça augmente comme ceci. Voilà. Là, il est négatif, donc on a une attraction, bien sûr. Voilà, vous voyez l'attraction. Là, une répulsion. Nouveau, suivant que la charge A est positive, la charge étalon étant plus 1, bien sûr. Là, c'est négatif. L'angle change, bien sûr, et vous avez la norme du comment on appelle ça, du total. Le total change aussi, c'est normal. C'est un des vecteurs change, la résultante change aussi. Hein. Donc vous voyez que la norme de la résultante change et la, voilà, la norme et le sens du vecteur change par rapport au point D. Bon, ça c'est pour la charge A. Maintenant, je vais manipuler la charge 2. Charge 2, c'est un peu la même chose. Voilà, c'est un peu la même chose. Maintenant, je vais mettre une charge positive. Une charge positive. Ah, ça va donner ça. Voilà, une charge positive, une charge positive. Maintenant, une charge positive et A négatif, ça va donner ceci. Voilà. Maintenant, si la charge est nulle, c'est normal quoi. On n'a plus que l'influence d'une des charges. Hein. Parce que la charge Q1 est nulle, il n'y a pas d'influence sur Q1, on n'a que l'influence de Q2. Donc on pourrait se dire que, voilà, on peut avoir une infinité de charges nulles, mais c'est ne pas avoir de charge. Hein. Avoir une infinité de charges nulles, c'est ne pas avoir de charge. Alors une charge nulle, c'est une charge neutre. Elle n'a pas de, voilà, elle n'a pas de charge, puisqu'elle est nulle. Alors maintenant, si je mets B négatif, on va mettre B négatif, pas trop grand non plus, pour pas qu'il sorte de l'écran. Voilà. Là, le A il est considéré comme étant positif. Là, le A est considéré comme étant négatif. Bon, maintenant, je peux manipuler cette distance-ci. Alors là, le champ est diminué, c'est normal, parce qu'on s'éloigne. L'influence du champ est dépendant de la distance. Donc, si la distance
au point considéré, je veux dire, diminue, c'est normal que le champ... voilà. Et à un moment donné, regardez ce qu'on a ici. Bah ça. On a zéro. On n'a plus de champ, c'est normal parce qu'on a deux champs opposés. Et là, c'est comme si on avait une ligne. C'est comme si on traitait le problème d'une ligne. Comme je l'ai expliqué ici, on a une ligne. On est sur une ligne. Là. Donc l'aspect triangulaire, l'aspect linéaire est un cas particulier de la... La ligne est un cas particulier du triangle. Alors maintenant, je vais ramener les deux autres curseurs, F et G, qui sont les distances des charges. F ici, alors je peux avoir un problème de triangle rectangle. Hein. Voici, si j'avais un problème de triangle rectangle, c'est ça. Donc, je vous ai dit tout à l'heure qu'on pouvait traiter un triangle rectangle. C'est-à-dire un cas comme ça. C'est un cas particulier de triangle. Voilà. Ça, c'est un triangle rectangle. Ici, je viens de traiter un triangle isocèle, bien sûr. J'ai traité un triangle isocèle. C'est un problème de l'énoncé, c'est un problème de triangle isocèle. Alors, ceci, c'est un problème de triangle isocèle. Triangle isocèle. Mais la simulation peut ramener un triangle. Donc, la simulation peut ramener un triangle rectangle, voire d'autres triangles quelconques, voire un triangle isocèle, voire une ligne. Voire une ligne. Donc, tout ça, ce sont des. Voilà, ce que peut donner des charges. Voilà. Et donc, comme le traitement, comme je vous ai dit ici, il est toujours le même, on peut informatiser la chose, et c'est pour ça que, je veux dire, bon, ça, c'est toujours les mêmes calculs. Hein. Voilà, vous calculez toujours, c'est toujours la même chose. Vous calculez toujours, voilà, les normes des vecteurs. Une fois que vous avez les normes, les directions, vous les connaissez parce que, voilà, c'est souvent les lignes d'action, voilà, des points pour lesquels la charge interagit. Ensuite, vous faites une décomposition, je veux dire, ici, c'est juste pour moi avoir voilà, au niveau concept informatique, d'avoir un retour voilà, de signe pour avoir l'opposé. Ça c'est rien de tout ça. Bon, c'est juste pour moi traiter, mais ça ne doit pas intervenir dans les calculs. Voilà, chez vous, ce qui doit intervenir, c'est ça. Voilà, c'est ça. Donc, c'est la somme de force. Voilà, c'est la somme de force. Mais il faut trouver les composantes en X et en Y, c'est juste ça. Donc, c'est un problème de mécanique, si vous voulez. Bien qu'on a un concept électrique, parce qu'on a des charges derrière, mais il y a quand même des forces. Alors j'ai exprimé en newton par coulomb, j'aurais pu exprimer en termes de volts par mètre. Donc c'est une décomposition comme on fait en mécanique. Je veux dire dans les cours de mécanique, décomposition vectorielle suivant des axes. Ici on a des axes en x, y. On peut avoir un problème spatial, mais ici c'est des charges dans un plan. Voilà, donc on peut, là maintenant je peux trouver, grâce à cette simulation, une disposition triangulaire pour n'importe quel. Bon, maintenant, le tout, c'est que j'ai mis que le curseur jusque 10. Hein. Je peux aller jusque 30, je peux changer le curseur, c'est pas un problème. Dans les propriétés, je peux changer le curseur, aller de moins 30 à 30. Alors ici, je vous rappelle que c'est des micro coulomb. Si maintenant c'était des c'est des micro-coulomb, si c'était des millicoulomb, il faut que je réadapte les unités. Hein. Donc il faut que j'aille dans le calcul mettre 10 moins 6, non pas 10 moins 12. 10 moins 6 qui proviendrait de 10 moins 3 fois 10 moins 3, vu qu'on aurait des millicoulomb et des millicoulomb, par exemple. Donc il faut réadapter, si maintenant s'il y a une réadaptation, faut voir tout ce qui est réadapté. Alors un autre problème linéaire serait le suivant. Voilà, de nouveau un problème linéaire entre deux charges. Là, ce serait voilà, l'interaction entre deux charges. On a trois charges. Hein, trois charges. Trois charges. On a toujours trois charges, mais deux qui sont au même endroit.
Bon, vous aurez compris que le problème du cercle, il ne m'intéresse pas. Le cercle, c'est simplement pour vous dire qu'il y avait la même norme. Donc à la rigueur, ce cercle, je peux l'enlever. Voilà, ce cercle, il est intéressant quand on a des symétries, mais bon, sinon... Bon, encore une fois, la droite ne m'intéresse pas. Bon, c'est juste pour trouver l'angle, ça. Donc je peux retirer la droite aussi. Qui est... voici. Attends, ce que je peux faire, la résultante, on la voit ce qu'elle est. Hein. Mais comme j'ai dessiné un triangle apparent, bah, on voit bien que les deux vecteurs se trouvent sur les prolongements des triangles ou sur le triangle lui-même, et que la résultante est distincte, ça. Est distincte de ce triangle. Donc on voit bien, je n'ai pas besoin de mettre de couleur. Hein. Je pourrais mettre une couleur, hein, mais bon. Pour la résultante, la voici. On va mettre en bleu. Voilà. Donc, en faisant ça, regardez bien que ce qui change, c'est la direction. Ici, le fait de changer la position ici, c'est la direction qui change. Vous voyez que ça, je change la direction. En bougeant la position comme ceci, la direction change. Tout comme si je devais changer celui-ci, c'est un peu la même chose. La direction change. Du moins, il y a une direction qui change. Et ça fait changer la direction de la résultante. Ici, on a un changement de direction ici. Mais il n'y a qu'une seule direction qui change. Mais la résultante, elle change aussi, c'est ça que je veux dire. Là, on a une attraction d'une des composantes. Là, on a une répulsion d'une des composantes. Là, vous voyez, tant que je fais ceci, la résultante reste au-dessus de... reste au-dessus. Alors si maintenant je fais celui-ci, là, il est au-dessus du segment B1. Il reste au-dessus du segment B1, alors que celui-ci reste au-dessus du segment A1. Au niveau des distances, ben, ça va augmenter si on s'approche. Mais ça va se réduire si on s'éloigne. Maintenant, si je les mets opposés, 1,2, on va mettre moins. Voilà. Alors, opposé avec les mêmes distances, moins 4,85.
4,85. Ah, en mettant deux cherches opposées, vous voyez que le vecteur est 2 fois plus grand. Comme ceci. C'est normal parce que c'est tout à fait normal. Bon, maintenant, si je mettais moins, là il n'y a plus de champ. Maintenant, si je mets plus, il n'y aura plus de champ non plus. De 4. De 4. Là non plus, il n'y a plus de champ. Dès le moment où ils ne sont pas opposés, si vous prenez les mêmes valeurs de 4, bien sûr avec les mêmes distances ici, ça fera 0. Je vous remercie.